le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. J'espère que vous avez passé une bonne fin de Noël de retour pour cette page internationale depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le grand journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le chef de la diplomatie ukrainienne a déclaré que son pays voulait un sommet pour la paix avec le secrétaire général de l'ONU comme médiateur. Voici un reportage signé Euronews. L'Ukraine souhaite un sommet pour la paix sous l'égide de l'ONU d'ici 2 mois. Lors d'une interview pour l'agence de presse américaine AP, son ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il n'était pas favorable à la présence de la Russie, sauf si elle acceptait de comparaître pour crimes de guerre. Nous visons la fin du mois de février, lorsque la guerre entrera dans sa 2e année, ou devrait entrer dans sa 2e année. Nous pensons que le siège des Nations Unies pourrait être le meilleur endroit pour accueillir ce sommet, car il ne s'agit pas de faire une faveur à certains pays, il s'agit vraiment d'inclure tout le monde. Kiev soumet aussi toute négociation avec son belligérant à la récupération totale de son territoire, notamment la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'année prochaine soit une année de victoire ukrainienne. Et cette victoire implique la restauration complète de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous ne négocierons aucun centimètre carré de notre territoire. C'est au-delà des négociations. De son côté, Moscou maintient qu'elle ne suivra pas les conditions fixées par les autres et qu'elle ne lâchera pas les territoires qu'elle occupe. S'adressant à l'agence de presse russe TASS, Sergueï Lavrov a répondu que Kiev connaissait les propositions russes concernant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et que si elle ne s'y pliait pas, l'armée russe déciderait de la suite à donner. Après plus de 10 mois de guerre, la paix ne paraît pas se rapprocher. Kiev presse les Nations Unies d'écarter Moscou de son Conseil de sécurité. Le président russe a déclaré qu'il n'y aurait aucune limite de dépenses dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs de la Russie en Ukraine, tandis que de récentes manœuvres au Bélarus ont fait craindre une nouvelle offensive par le nord. Au Burkina Faso, un minicar de transport en commun a été victime d'une attaque à l'engin explosif dimanche, bilan au moins 10 morts. Voici un reportage signé Africa News. Une attaque à l'engin explosif sur l'axe Fada-Ngourma-Kachari dans l'est du Burkina Faso a fait au moins 10 morts le dimanche 25 décembre. Un minibus de transport en commun a heurté une mine à hauteur du village de Bougui, selon un communiqué du gouverneur de cette région frontalière du Niger. Les blessés ont été admis à l'hôpital de Fada-Ngourma. Le bilan pourrait toutefois s'alourdir puisque d'autres passagers sont encore portés disparus. Le car avait quitté Matiako Ali pour Fada-Ngourma. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants selon des sources locales. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et promis dans le même temps de mener des actions concrètes afin de sécuriser les régions en proie aux attaques des terroristes. Direction la Russie, la CEI se réunit à Saint-Pétersbourg pour dresser le bilan de l'année et préparer la coopération. Les comptes rendus de l'envoyé spécial de la RT. Sur l'invitation de Vladimir Poutine, les dirigeants de la CEI se rendent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Le but affiché de ce sommet informel réunissant l'alliance de pays issus de l'ex-Union soviétique, dresser le bilan de l'année écoulée ainsi que fixer les objectifs à atteindre pour la coopération sur celle à venir. C'est aujourd'hui la journée principale du sommet. Demain, il n'est prévu qu'un petit déjeuner de travail. Et ici, le sommet se tient hors de portée des micros de la presse. On s'attend à quelques déclarations du président russe. Vera, une rencontre tripartite, Poutine, Aliyev, Pachinian, en marge du sommet, est-elle prévue selon vous ?
Selon nos informations, une telle rencontre n'est pas prévue. En tout cas, c'est ce que dit le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Même si Nikol Pashinyan, le Premier ministre arménien, et Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, se rendent tous les deux au sommet de Saint-Pétersbourg. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est notamment exprimé sur les tensions actuelles dans le corridor de Latchine. Je vous propose d'écouter. Nous avons examiné bien sûr la situation qui suscite le plus d'intérêt, l'aggravation de la situation dans le corridor de Latchine. Nous avons confirmé que les forces de maintien de la paix russes travaillent 24 heures sur 24 pour résoudre la situation en lien avec les parties concernées. Et nous appelons au complet rétablissement des liaisons de transport le plus vite possible et la résolution des désaccords sur l'exploitation des gisements de minerais dans la région. Une rencontre initialement prévue à Moscou le 23 décembre entre les ministres des Affaires étrangères pour discuter des modalités d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a pas pu se tenir à raison du refus de Yerevan d'y participer. Le chef de la diplomatie russe a notamment déploré la décision de la partie arménienne. Pour mémoire, c'était à Sochi fin octobre que les trois dirigeants s'étaient rencontrés pour la dernière fois. Nous resterons toujours en Russie. L'accusation est grave. Sergei Lavrov affirme que les États-Unis sont en train de préparer l'élimination de Vladimir Poutine. Les informations proviendraient sur le ministère russe des Affaires étrangères, du responsable anonyme du Pentagone. Voici un reportage signé I24 News. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, la menace est réelle. Des responsables anonymes du Pentagone évoquent un coup de décapitation au Kremlin. Ils menacent en fait d'éliminer physiquement le chef de l'État russe. Des propos tenus à l'agence de presse russe TASS. Dans son interview, il affirme que ces dires font suite à une déclaration d'un haut responsable de la sécurité américaine. Si les États-Unis n'ont pas réagi, Sergei Lavrov, lui, est formel. Aucune menace envers Vladimir Poutine ne restera impunie. Si de telles idées sont effectivement chéries par quelqu'un, cette personne devrait réfléchir très attentivement aux conséquences possibles de tels projets. Une menace envers le président, mais également des risques de bombardement contre la Russie. Dans cet entretien, Sergei Lavrov fait référence à des signes de confrontation de l'Occident sur les questions nucléaires. Le chef de la diplomatie russe affirme que Liz Truss, ancien Premier ministre britannique, était prête à ordonner une frappe nucléaire, mais également que Volodymyr Zelensky a exigé qu'il y ait des frappes nucléaires préventives de l'OTAN contre la Russie. En Chine, à compter du 8 janvier, plus de quarantaine et seul un test négatif au Covid de moins de 48 heures soit exigé pour entrer en Chine, alors que le pays affronte une flambée de contamination depuis que le gouvernement a décidé d'abandonner sa stricte politique du zéro Covid. Voici un reportage signé TV5 Monde. Hier encore, Xi Jinping ordonnait de bâtir un rempart contre le virus. Pourtant, quelques heures plus tard, Pékin faisait sauter la dernière barrière de sa politique radicale mise en place depuis le début de la pandémie. À partir du 8 janvier, terminés les multiples tests et la quarantaine obligatoire imposés aux voyageurs entrant dans le pays. Une bonne nouvelle pour les expatriés étrangers concernés et indirectement pour les Chinois qui seront progressivement autorisés à voyager hors du pays. Immédiatement, la nouvelle connue, les recherches en ligne de vols vers l'étranger ont explosé, d'après les principaux sites spécialisés. Maintenant, les étudiants qui étudient à l'étranger peuvent rentrer chez eux plus tôt pour retrouver leur famille. Lorsque ça a été annoncé, j'ai eu l'impression que l'épidémie était enfin terminée. Les projets de voyage que j'ai faits il y a 3 ans peuvent enfin devenir une réalité. Mais à moins d'avoir plusieurs vies, l'abandon définitif de la politique zéro Covid, en apparence réjouissante, n'est pas de nature à rassurer. Comme ces Shanghaïens croisés sur le Bund, la célèbre promenade face à la baie, les Chinois découvrent, après 3 ans d'isolement, ce que veut dire vivre avec le virus en liberté. D'après ce que j'ai compris, le virus est toujours très contagieux, donc il n'y a aucun moyen d'éviter de l'attraper. Si nous nous ouvrons maintenant, peut-être allons-nous atteindre l'immunité collective plus tôt. Je fais partie de la première vague d'infection suite à l'ouverture de Shanghai. Je pense que mon corps n'a pas complètement récupéré et nous sommes actuellement à un stade où toute la population est malade. J'espère donc que tout le monde ira bientôt mieux.
À en croire le discours officiel chinois, comme ici ce reportage de la télévision d'État, tout est sous contrôle. Dans les villages reculés, comme dans les grands centres urbains, en passant même par le Xinjiang, la région autonome ouïghour, où officiellement, là encore, tout le monde a parfaitement accès aux soins. Des images rassurantes qui trompent de moins en moins. À tel point que les autorités ont annoncé qu'elles ne publieraient plus de statistiques sur le Covid-19. Les Chinois constatant ces derniers jours un trop grand décalage entre les chiffres publiés et la contamination d'une grande partie de leurs proches, voire pour certains, les décès dans leur famille. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation en télé, Beltop, pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston, 35 degrés Fahrenheit, 2 degrés Celsius. À Jacmel, il y aura du soleil à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit. Bonne température là pour profiter. Oui, c'est la Noël, il y en a qui vont à la playa et ça donne 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.